C'est vrai que mes patients qui me disent souvent je me sens vide sont des patients qui en fait sont très très pleins. C'est presque une forme de surabondance qui rend tout impossible. Et donc, c'est comme si c'était bloqué. Et donc, plutôt que d'arriver à initier quoi que ce soit, on est comme paralysé et là, il se passe plus rien. Bienvenue dans Contradiction, le podcast pour les gens qui se donnent du mal pour aller bien. On pense souvent que l'addiction commence avec un produit, une première prise, un excès, une perte de contrôle, mais notre invité dit autre chose. Ça commence bien avant, dans les interstices, dans ce qui n'a pas été dit, pas reçu, pas entendu, dans le manque d'amour tout court. À l'hôpital, elle voit chaque jour des tentatives, parfois désespérées, de rester vivant, écrit-elle dans son livre « Les assoiffés » aux éditions Grasset. Alors elle remonte le fil, pas seulement celui du produit, mais celui de l'histoire, du lien, du corps, du manque et de l'époque. Parce que l'addiction n'est pas qu'une affaire de dopamine, ni un simple traumatisme, ni une faiblesse. C'est une tentative. Tenir, réguler, combler, accélérer, ralentir, trouver une place, retrouver un lien, exister. Et si l'addiction est une réponse, alors elle parle de nous et de notre époque. Une époque qui se veut performante, une époque qui ne supporte plus le manque, le vide et le silence, où attendre devient suspect, une époque où ressentir trop longtemps dérange. Alors on compense, on accélère, on consomme. Et puis un jour, sans vraiment comprendre ce qui nous soutenait, commence à nous tenir. Notre invitée, Camille Charvet, est psychiatre, jeune psychiatre. À l'hôpital Marmottan, comme en cabinet, elle reçoit des patients que rien ne rassemble en apparence. Des jeunes, des cadres, des mères de famille, d'anciens détenus, des histoires, des corps, des langues et des vies très différentes. Mais au fond, elle entend souvent la même chose. Du plaisir, oui, mais surtout de la honte, de l'anxiété sociale, de la solitude. Il ne s'agit pas de corriger des comportements, mais de regarder en face ce que ces comportements tentent de sauver. Parce que derrière chaque dépendance, il y a une logique, une fidélité, presque une forme d'intelligence du vivant. Et peut-être que la vraie question n'est pas comment arrêter, mais qu'est-ce qui, là, à l'intérieur, cherche encore à vivre. Bonjour Camille. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. Beaucoup de gens m'ont envoyé des vidéos de toi, des passages télé, en me disant « il faut inviter Camille ». Et j'ai pas été déçue, en effet. Le livre, je l'ai dévoré en 2 jours. Il est tout corné comme les livres que j'adore. Et ça résonne en moi. Donc, je suis très contente. Et ça me fait très plaisir d'être là aussi. Alors, je ne sais pas si tu es au courant, mais on va être obligé de te demander cette question. Déjà que tu montres que l'addiction ne serait due pas à une maladie du cerveau, ni à une simple recherche de plaisir. Ça, on le voit dans ton livre. Alors, c'est quoi, au fond, l'addiction ? Ah oui, on commence... Ouais, cache. Mais ça peut vraiment en quelques mots, puis après, on va creuser. En fait, là, la question, elle est difficile parce que bien souvent, on me demande quelle est la définition médicale de l'addiction et celle-ci, elle est connue. On la connaît. Moi, c'est la tienne que je veux là maintenant, à l'instant T, qui est peut-être pas celle d'hier et pas celle de demain, tu vois. Je pense que l'addiction, c'est ce moment où on ne peut plus vraiment faire sans un produit ou un comportement. Et quand, si on ne l'a pas, on ne se sent pas bien. Et donc, il commence à prendre le pas sur tout ce qu'on pourrait aimer et qu'on n'arrive plus à aimer autrement, quoi. Ah, c'est parfait. C'est tout à fait parfait. C'est bref. Mmh. Pourquoi est-ce que toi, tu as voulu faire ce métier ? Dès le début, c'était un choix ? Le choix, au début, ça a été d'être psychiatre. Je m'intéressais au fonctionnement du psychisme d'abord, et puis ensuite à ses troubles. J'ai donc fait ce parcours de formation de psychiatre où on faisait des stages un peu partout. Et je suis tombée dans le stage d'addictologie à Marmottan, un peu par hasard, parce que aussi il faut aller regarder un peu des spécialités. Mais j'ai été surprise. Et là, je me suis rendu compte que probablement ça avait été un sujet déjà de préoccupation par le passé, mais que j'avais un peu oublié parce que finalement, quand on passe dans les services de médecine et de psychiatrie, ça a vraiment mauvaise presse, l'addictologie. Et puis, il faut dire que probablement, quand le cadre n'est pas propice, c'est difficile de prendre en charge des patients qui sont addicts quand vraiment rien n'est fait pour eux. Et je pense que ça, c'est quand même une spécificité. Et donc, c'est vrai que dans les services de psychiatrie générale, on ne reçoit pas bien ces personnes-là, et donc ils nous le rendent pas non plus. Et c'est vraiment plutôt une habitude du conflit, de la difficulté, de la transgression. Et donc moi, je me disais, l'addictologie, c'est l'enfer, quoi. Wow. Et donc, mais je suis arrivée là et j'ai été... Après, là, c'est une affinité, c'est-à-dire que... Appelée, presque. Ouais, j'ai adoré. Je me suis sentie bien, je me suis sentie à ma place, j'ai trouvé ça génial, ce qu'on arrivait à faire.
Et j'ai été hyper touchée par les patients que je rencontrais. Et je voyais bien que j'y pensais plus, c'était vraiment, ça me travaillait, etc. Enfin, il y a quelque chose là qui m'a touchée tout particulièrement aussi, dans ces profils de patients-là, même s'ils sont divers, comme Ouais. je le montre, mais... Ouais. Parce que ça touche à la condition humaine, on va dire à tellement d'autres choses que le produit en soi pour lequel les gens viennent consulter. C'est ça, je pense qu'aussi le champ des possibles et l'univers que l'addictologie renferme, en fait. Je pense que ça doit être tellement riche quand tu arrives. Oui, mais je crois aussi que c'est quelque chose qui est lié à ce que c'est que l'addiction elle-même. Parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était pas juste moi qui étais touchée. Je l'ai observé, et j'en parle un peu dans le livre, mais je le vois par exemple maintenant avec les internes qui passent. Je vois bien, ils disent tous, ces patients-là, je sais pas. Ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est l'un ou l'autre. Soit on est quand même hyper touché, soit au contraire, ça fait repoussoir, il y a un rejet. Mais je pense que c'est pas sans lien avec ce que c'est que l'addiction, et donc avec ce que ces patients-là viennent nous demander aussi quand ils arrivent aux soins, c'est-à-dire c'est pas juste qu'on les soigne comme un bras cassé, enfin voilà, opération et ciao, quoi. Il y a autre chose qui se passe, et donc ça nous met dans un endroit commun qui est ce lieu étrange du soin en addictologie, où on est impliqué quand même autrement. Et les gens qui arrivent, ils viennent dans l'esprit d'être soignés, c'est-à-dire d'arrêter leurs produits, ou ils viennent vraiment parce qu'ils en peuvent plus, ils savent plus quoi faire, pas forcément arrêter, quoi. Ils veulent quoi? Ils veulent guérir de quelque chose de plus grand. Ils arrivent à tous les stades, et donc le début d'ailleurs de la prise en charge, c'est déjà d'essayer de comprendre où on en est et quelle est la demande du patient. Parce que moi, j'ai des patients qui arrivent vraiment sur un coup de tête, mais en fait, ils n'ont pas du tout envie d'arrêter. Ils se disent juste peut-être qu'il y a un problème, et donc peut-être que ça serait bien d'en parler, mais on en est là. Donc là, c'est construire ensemble, déjà, quelle pourrait être la première étape, comment on peut avancer un peu. Et puis d'autres arrivent à un stade de beaucoup plus avancé de leur réflexion. Je pense notamment à un de mes patients qui est arrivé, il avait vraiment consommé 20 ans de sa vie, de la coke principalement. Mais quand il est arrivé, c'était clair. Il voulait arrêter et il s'est servi du soin comme un outil, mais il est allé très vite. Et en fait, il y a eu quelques rechutes évidemment comme tout le monde, mais il est allé très 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 vite vers le sevrage et vers maintenant une vie, vers une guérison d'ailleurs. Hein. C'est quelqu'un qui va très bien maintenant, et donc on en guérit. Déjà, c'est un bon espoir. Oui, alors c'est considéré comme une maladie chronique actuellement, mais c'est toujours difficile, je trouve, de répondre à cette question-là. Non, ça veut dire que ça peut revenir. Ouais. Mais je veux dire, à l'instant T où le mec est là et il se sent bien, il vit sa vie, il est guéri, on va dire. C'est un peu comme tout, une rémission d'un cancer, évidemment. Enfin, de toute façon, on est à l'abri de rien, ni d'une rechute, ni de quoi que ce soit, ni d'une nouvelle addiction, d'ailleurs, parce que la société, elle nous en crée pas mal. Moi, ce qui m'étonne, c'est que j'invite beaucoup de gens de Marmottan, et dans mon parcours, moi, de soins, j'ai pas été en cure, mais j'ai été sur un coup de tête aussi, mais pas un coup de tête, genre une nuit blanche. Enfin, l'enfer, quoi. Hein, de l'enfer. En 2016, je me suis rendue à Fernand-Vidal. Ça a été, on va dire, le premier pas que j'ai fait pour arrêter. J'ai mis 1 an déjà pour comprendre qu'il fallait arrêter de boire, pour arrêter la cocaïne. Donc, en tout cas, ça a commencé là. Beaucoup de gens m'écrivent et me demandent par quoi commencer. Et je ne sais toujours pas quoi leur répondre. Est-ce que Marmottan, c'est une bonne option? C'est-à-dire, il faut qu'ils tapent Marmottan hôpital et qu'ils prennent un rendez-vous. Je ne sais toujours pas, en fait, comment ça fonctionne. Alors, c'est difficile parce qu'après, mes collègues vont me dire que je fais trop de pub et ça fait venir trop de monde. On a déjà des listes d'attente. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire même si c'est pas chez vous? C'est difficile pour ne pas décevoir. Mais oui, Marmottan, c'est un des grands XAPA à Paris, et il y en a d'autres. Donc centre de soins et d'accompagnement en addictologie. Voilà, déjà. Et il y en a partout à Paris, en Île-de-France, et c'est vrai qu'on a de la chance dans cette région-là d'en avoir un grand nombre et doté de médecins, vraiment d'équipes pluridisciplinaires où il y a à la fois des médecins, des infirmiers, des psychologues, des assistants sociaux. Malheureusement, dans le reste de la France, il y a énormément de XAPA où il n'y a plus de médecins du tout. Bon, parfois ça complique un peu l'affaire. Mais donc oui, par où commencer, ça c'est une bonne façon. Moi, je conseille aussi beaucoup déjà d'aller voir son médecin généraliste. C'est une première étape parce que ça dépend quel est le produit de l'addiction, mais bien souvent, il se passe aussi des choses dans le corps. Et donc, commencer par faire le point sur comment
comment va ma santé, faire une prise de sang, pouvoir regarder ça, c'est déjà pas mal. Et en fait, les médecins généralistes sont quand même habitués à la question de l'addiction. Ils sont en première ligne de ça. C'est quand même hyper fréquent. Même s'ils posent pas souvent les questions. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, déjà, d'aller en parler. D'aller en parler, ouais. Et ensuite, ils peuvent faire le lien, ils peuvent adresser. Mais je trouve ça bien aussi d'avoir quand même, à un moment donné, quelqu'un qui va coordonner la question aussi des soins physiques. Exactement. Qui sont souvent quand même importants. Et puis souvent aussi, tu le dis très bien, dans certaines addictions, certains produits comme la cocaïne, par exemple, ça aussi, je connais bien. La prescription d'antidépresseurs, pour commencer un premier pas, peut être utile. Oui. Bon, on connaît beaucoup de choses ici. Après 120 épisodes, on est quand même bien habitué. Mais si le circuit de la récompense, il suffit pas à expliquer l'addiction, puisqu'on a commencé comme ça avec le professeur Carella, on a beaucoup parlé de ce circuit de la récompense, du dérèglement. Mais qu'est-ce qui manque en fait dans cette lecture neurobiologique aujourd'hui? Plus ça va, plus dans les épisodes, c'est drôle, j'ai même pas fait exprès. Tous les derniers épisodes, on parle beaucoup d'autorégulation. Toi, tu parles d'automédication. C'est un remède efficace avant de devenir un produit. C'est ça, un toxique, quoi. En tout cas, un grand nombre de mes patients racontent cette histoire-là quand ils racontent la découverte du produit. Pas absolument tous, mais en fait, même, je dirais que quand on creuse, on se rend compte que ça venait quand même soigner souvent quelque chose, même si c'est pas dit au premier abord. Et donc, en effet, la question de la dérégulation du circuit de la récompense, je trouve que c'est réducteur pour comprendre cet aspect-là. On a vraiment l'impression, là, qu'on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de l'excès de plaisir, et donc la machine du plaisir est cassée, quoi. C'est ça. Alors que c'est pas ça, l'addiction. Bien souvent, il y a assez peu de plaisir, ou le plaisir a une place qui devient marginale, en tout cas au fur et à mesure du temps. Et c'est là aussi que, en revanche, c'est très intéressant de regarder vraiment précisément la science et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau avec chaque produit, parce que chaque produit va aussi jouer différemment et donc va avoir des effets différents dans le cerveau, et donc parfois vont pas venir chercher à, on va dire, soigner la même chose, quoi. Ouais, par exemple, tu parles de... Bon, déjà, il y a plusieurs profils. Ouais. Donc ça, c'est hyper intéressant. Il y a les chercheurs, souvent les chercheurs de sensations, comme tu les appelles. On découvre les introvertis masqués. Donc souvent, l'introverti avance masqué, tu dis. Et ça m'a parlé tellement fort par rapport à plein d'addicts que je connais. Et qui s'ignorent aussi. Moi, je pense que je me suis ignorée introvertie parce que voilà, j'ai eu ce produit-là qui m'a sorti de ça. J'ai plutôt été exhibitionniste, mais ça m'a guéri peut-être quelque part de ça. C'est ça, il y a des profils et il y a des produits. La cocaïne vient apporter à ceux qui cherchent des sensations. Il y a des antalgiques. Tu peux nous décrire un peu les produits et leurs effets? Oui, la question en tout cas du rapport à l'autre, de l'inhibition, de l'anxiété dans la façon d'être avec les autres, ça c'est quelque chose qui revient énormément. Peut-être même que c'est une toile de fond de presque toutes les personnes, mais parce que aussi, attention, en fait, le rapport à l'autre, c'est difficile pour tout le monde. C'est quand même un des grands sujets. C'est très bizarre, je trouve, c'est qu'on est les humains sont des animaux sociaux. On n'est vraiment pas fait pour vivre seul. Et pour autant, c'est difficile d'être avec l'autre, ça inquiète, ça pose problème. C'est un apprentissage de savoir se lier correctement à l'autre. Donc, bon, il faut dire que c'est quelque chose qui est difficile pour tout le monde. Mais c'est vrai que pour les patients qui ont des addictions, on a l'impression que c'est encore plus à vif. Et même chez ceux dont on a l'impression qu'ils sont ces personnalités flamboyantes en soirée, etc., en fait, quand on commence à discuter vraiment, on se rend compte que, en fait, c'était au contraire très compliqué, très inquiétant, qu'il y avait cette espèce de voix en permanence, un peu jugeante ou un peu inquiétante de est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis assez drôle, qu'est-ce qu'on pense de moi, etc. Cette espèce de manque voix, d'estime, de manque d'estime, mais qui va vraiment souvent être directement lié au rapport avec l'autre, et le regard de l'autre qui est tout de suite inquiétant, ou ça vient de l'attachement primaire, comme beaucoup de théories aujourd'hui de psychologues traitent de ça, c'est ça, l'attachement sécure, l'attachement anxieux, l'attachement évitant, c'est ça. Il y a quand même une figure de l'attachement au début. La grille de lecture de l'attachement, elle est hyper intéressante en addicto, parce que on voit bien que énormément de patients rentrent là-dedans. Après, de là à dire que c'est le trouble de l'attachement qui va faire qu'on a une anxiété sociale ou quoi, je pense, enfin, le lien, en tout cas, c'est pas l'autoroute. mais ce qui est sûr, c'est que les deux grilles de lecture sont très opérantes, je trouve, chez ces patients-là. Et donc, pour la question de l'anxiété sociale, de l'inhibition et tout ça, il y a quand même tout un tas de produits dont on voit qui vont venir jouer directement là-dessus. Notamment, les produits qui vont anxiolyser. Donc l'alcool, évidemment, enfin tous les produits qui vont se fixer sur les récepteurs GABA, l'alcool, mais ensuite aussi les médicaments, les benzodiazépines,
Et maintenant, on voit beaucoup le GBL qui a un peu cette fonction-là aussi. Donc là, ça va vraiment anxiolyser, calmer, désinhiber. Et puis après, peut s'ajouter à cela des stimulants qui, eux, vont avoir l'effet de carrément rebooster la confiance. Et là, donc non seulement on est cool, mais en plus, on est super cool. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est un on peu est détendu et en plus supra puissant. Exactement. Donc c'est sûr que c'est le cocktail un peu de choc pour quelqu'un qui serait très mal à l'aise et en même temps qui aurait envie. Et c'est ça. Donc c'est là la différence avec des personnes qui, bon, peut-être sont pas à l'aise socialement, mais qui ont pas envie. Tu le racontes même dans les soirées, tu vois très bien ces personnes-là. Mm. Elles se jettent sur le premier verre pour pouvoir enfin discuter avec les gens. C'est ça, hein. On les voit en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ça, moi, qui me touche toujours chez mes patients. Et c'est parce qu'il y a toujours cette espèce de tentative. Il y a vraiment l'envie d'aller chercher quelque chose. Donc, et ça, il faut le prendre au sérieux, quoi. C'est-à-dire que voir arriver quelqu'un qui a une addiction et commencer par lui dire, faut arrêter, dis donc. Ouais, et puis c'est quand même dégueulasse ce que tu prends, c'est nul, c'est pas bon. Ça... bah non, faut entendre. Et c'est là que c'est pas juste entendre, ok, il y a une maladie, etc. Mais c'est vraiment entendre aussi qu'il y a une tentative et aller lâcher. Voilà. D'être vivant, une tentative d'être en lien avec l'autre. Et puis, tu parles de rencontre, ça, c'est magnifique aussi. Tu parles de rencontre, tu dis que l'addiction est une affaire de lien. Ça aussi, on l'a beaucoup entendu, que c'était la maladie du lien. C'est parfois une manière de remplacer aussi des rencontres qui n'ont pas eu lieu. Et puis, c'est pour ça que le thérapeute est si important. Aujourd'hui, on comprend vraiment que c'est le lien qui fonctionne. Oui, et d'ailleurs, il faut parfois être vigilant à cela parce que le lien fait tellement partie de ce type de prise en charge que, avec certains patients, parfois un lien duel est pas toujours souhaitable pour le patient comme pour le thérapeute d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent très utile d'avoir des équipes pluridisciplinaires parce que ça permet d'entourer, avec une sorte de cortège de personnes. C'est beau, ça, un cortège de personnes. Oui, mais c'est beau. Mais parce qu'il faut qu'ils soient entourés à 360, un addict. Chaque petite brèche, c'est une conso, quoi. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est aussi à la fois pouvoir être contenu dans des liens dont on va essayer de les construire comme sécures, et en même temps de garder la liberté d'être soi, c'est-à-dire on peut se rapporter à l'un ou à l'autre. C'est souvent pour ça aussi que c'est utile d'avoir une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire ne pas enfermer non plus la personne dans un seul lien. Ça, ce qui peut devenir assez... Tout à fait, et te protéger aussi, parce que tu parles bien du fait parfois d'avoir l'impression de te faire dévorer, parce qu'ils veulent tout de suite maintenant. Ouais. Ça, c'est l'addict, d'ailleurs. Il y a même une blague chez les A, je crois, c'est « Mon Dieu, donne-moi la patience tout de suite ». C'est génial. Non, mais c'est vraiment ce truc-là, c'est-à-dire l'addict, mais en plus, tu le compares tout le temps aux enfants. On a fait un épisode sur les ados avec Grégoire Borst. C'est pas moi, c'est mon cerveau, un neuroscientifique. Je l'avais appelé les ados des addicts en puissance ou des addicts des ados en puissance. C'est la même chose. Moi, je vois mon fils, je me vois moi, j'ai l'impression de voir la même chose. C'est une frustration, intolérance à la frustration, besoin de quelque chose tout de suite maintenant. Et en même temps, moi, je me rends compte, si je voulais tout de suite maintenant, c'est parce que j'ai une vraie conscience du présent et que c'est maintenant que ça se passe, en fait. C'est pas demain que je le veux. Et c'est pas parce que je suis impatiente, forcément. C'est parce que j'ai conscience que le présent est créateur, que c'est maintenant qu'il me faut ce truc. Oui, et c'est ça qui est absolument fascinant avec ce sujet, c'est qu'on peut le voir de plusieurs façons. On peut le voir d'un point de vue plutôt neuroscientifique et de voir qu'en effet, on constate une sorte d'immaturité dans les circuits de l'inhibition, et donc avec ces espèces de profils très impulsifs, facilement frustrés, etc. Et en même temps, on ne peut pas nier une dimension existentielle. Et je trouve ça injuste, quoi, de faire comme si elle n'existait pas, parce qu'elle est bien là. On ne peut pas réduire ça à une sorte de... caprice. Voilà. C'est vrai, hein. Ouais. Ou de circuits qui seraient mal finis, etc. Donc, cette dimension existentielle-là, elle est très délicate à prendre en compte pour des soignants et notamment des médecins, parce que... où est notre légitimité ? C'est pour ça que ça fait aussi un peu peur pour les médecins. Parce que, qu'est-ce que j'en ai à dire ? Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait mes études de médecine. Bon, oui, j'ai aussi étudié la psycho, mais enfin, les questions existentielles... C'est de la philo. Ouais. Et puis, je suis devant ces questions-là comme la personne en face de moi. Enfin, je veux dire, on est égaux devant ces questions-là. Donc, sauf que tu viens de la littérature, de la philo aussi. Et c'est ça qui rend ton livre passionnant et hyper humain, c'est que tu fais rentrer ça. La beauté de l'art, beaucoup, et la question existentielle.
Je vois pas comment on peut soigner, mais même pas qu'en addicto, hein. Je vois pas comment on peut soigner sans penser à la condition humaine et cette question-là métaphysique depuis la nuit des temps, existentielle. Qu'est-ce que je fous là? Qui suis-je? Pourquoi moi? Absolument. Mais la médecine entretient une relation extrêmement ambivalente à cela, parce que dans son histoire, enfin quand même, la question du soin était liée aussi à la question spirituelle. C'était un peu les mêmes personnes, hein, le soignant, le prêtre, etc. Enfin bon, donc la question du sang s'articulait aussi avec la question du soin. Et en même temps, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi du coup raconté n'importe quoi et très mal soigné les gens parce que c'était fondé sur des croyances, etc. Donc la médecine a été obligée à un moment donné de se sortir de ça pour se structurer comme une science objective et donc a peur maintenant un peu de ça parce qu'elle se souvient de son histoire et des abus de toute cette dimension-là. Donc et moi-même, je me tiens toujours sur une ligne de crête parce que j'ai conscience de cette histoire-là. Et en même temps, si le soin était intrinsèquement lié à la question du sens, c'est pas non plus pour rien. Donc, il faut arriver à ne pas l'ignorer et en même temps ne pas tomber dans des écueils qui seraient ceux de la croyance ou On fait souvent des grands écarts pour revenir au centre. C'est comme ça, même nous. Enfin, moi, je le vois, c'est ça ou ça. Et puis d'un coup, le centre, c'est abstinence, conso. Et puis d'un coup, on arrive à la mesure, si on a de la chance. C'est pas évident. Mais en tout cas, je pense que c'est ce que font toutes les disciplines. C'est d'abord, on part dans un sens. Et puis, voilà, on a perdu complètement la question du sens. On a perdu complètement la question de la spiritualité, puisqu'on a voulu briser avec ça. On est parti très loin et peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de revenir, malheureusement, par du New Age un peu ésotérique. Mais... non, mais tu vois, il y a beaucoup de superstitions, maintenant. C'est ça, mais c'est ça, c'est le risque un peu. C'est-à-dire que quand on commence à nouveau à mêler un peu sens et soins, souvent, ça part un peu là-dedans. Mais après, très bien si ça aide des gens individuellement, mais disons que c'est une parole qui est difficile à porter d'un point de vue rationnel, quoi. Bien sûr. Mais en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est d'être ouverte à cette question-là et surtout de ne pas la faire taire quand elle est amenée par les patients, parce qu'elle est amenée par les patients. D'une façon ou d'une autre, ouais. D'une façon ou d'une autre. Et donc de ne pas la faire taire en disant « Non, c'est que du symptôme, ça c'est que ta maladie qui parle, etc. » Oui, alors cette phrase-là, je n'en peux plus. Oui. Ça, c'est ta maladie qui parle. Ouais. Ou alors, ça c'est beaucoup dans les groupes de parole, hein, quand tu appelles ta marraine ou ton parrain, enfin, c'est ça qu'on te dit souvent, tu dis « Ouais, je me sens pas bien, j'ai ça. » C'est ta maladie qui parle. Et en fait, à un moment donné, il faut... Il y a aussi cette histoire de quand même d'épigénétique aussi et du fait des croyances, de la biologie des croyances, de se répéter sans cesse qu'on est malade ou de focaliser sur le problème aussi. Ça, je me suis rendu compte que le fameux foutez-vous la paix qui au début m'énervait un peu de Fabrice Midal qu'on a reçu ici. Et ben aujourd'hui, je comprends que se lâcher la grappe, ça fait partie du projet aussi, non? Enfin, non, mais c'est-à-dire à un moment donné de se dire, il y a l'addiction, mais il y a tout un tas d'autres choses en fait Non, il n'y a pas aussi ça? Oui, c'est clair. Et en même temps, tu vois bien que toi-même, quand tu racontes ton parcours, il y a un truc... obligé. Bah ouais, il y a un truc qui a marché à un moment et t'es allé à fond là-dedans. Puis à un moment, t'en as eu marre et c'était un autre truc. Et donc, c'est complexe. Ouais, il faut que chacun fasse son chemin. Et en fait, moi, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment de la haute couture. Comment est-ce qu'un addictologue peut aider à trouver sa place? Un patient, comment? Vers qui tu le diriges? Comment tu fais, en fait? C'est déjà identifier que ça fait partie du sujet pour lui. Ouais. Et ça aussi, c'est un sujet que j'ai trouvé de façon transversale. J'ai l'impression que dans l'intégralité de mes suivis, cette question-là, alors d'une forme ou d'une autre, hein, parce que est là. Donc, parfois, c'est de façon très caricaturale, c'est-à-dire notamment tous mes patients, par exemple, sans papier, immigrés, qui n'ont juste pas de place, quoi. Et donc, le produit, bien souvent, c'est juste un petit moment comme ça à soi, etc., pour tenir dans... Mais en fait, ça, c'est évident, mais chez plein d'autres patients, de façon moins évidente, en fait, ce sujet-là travaille, quoi. Alors que ce soit de trouver sa place dans une famille, mais que ce soit de trouver sa place dans ce monde, c'est-à-dire qu'est-ce que je fous là, enfin moi. Et c'est fou, hein. Ouais, parce que le mot qui revient le plus souvent chez les patients, c'est « je me sens vide », tu le dis, tu l'écris. Quand on est vide, c'est en effet qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qu'on aime, on n'est pas nourri, on n'est pas stimulé, on n'est pas... Voilà, je le sais, j'ai connu des jours à regarder le plafond pendant des jours, je voulais mourir. Enfin, chaque jour, tu veux que ce soit demain, tu es vide. Et des jours où c'est, quand tu vas bien, c'est infini. Tu les vois ça chez tes patients? Oui. Ouais, comment ils évoluent par rapport au vide?
Oui, oui, oui. Alors, toi, quand on te... Enfin, c'est un mot que tu as mis, toi, c'est-à-dire je me sens vide. Oui, Ah oui, mais c'est il n'y avait pas... pas d'autres mots. Mm, Je peux pas expliquer. mm, T'as pas, tu sais, tu peux pas dire je suis triste ou je suis ceci ou je suis cela. Il y a rien, quoi. C'est l'ennui et le vide et le temps long. Donc, tu parles aussi beaucoup de cette pathologie du temps mm. chez l'addict, quoi. Et donc, le vide, c'est ça, quoi. Non, je sais pas comment est-ce qu'ils évoluent tes patients par rapport au vide. Oui, en fait, c'est pour ça que je réagis un peu sur le vide qui est un peu traître en psychiatrie parce qu'il désigne en fait, il désigne des réalités assez différentes. C'est-à-dire qu'on l'emploie et pour des patients qui vont, je pense, ressentir un peu ce que tu me décris, mais on l'emploie aussi plutôt dans des cadres de psychose et chez les patients schizophrènes, etc., où on va aussi... et en fait, ça renvoie pas aux mêmes réalités. Donc, c'est pour ça que, ouais, c'est marrant. Non, mais Et, peut-être que. et d'ailleurs, mais je trouve que ça induit même parfois des confusions dans la façon d'appréhender certains patients, parce que quand on dit ah, il est vide, bien souvent on va se demander à quel point il peut flirter avec la psychose, etc. Ah, Alors que en fait, bon, ça renvoie à des réalités très différentes. Et c'est vrai que mes patients qui me disent souvent je me sens vide sont des patients qui en fait sont très très pleins. Mais c'est drôle parce que c'est la. Alors après, le ressenti est comme ça, hein. Mais je veux dire, je pense notamment à un patient qui me disait ça la semaine dernière, qui est quelqu'un. C'est presque, c'est presque une forme de surabondance de même. trop plein. Oui, et qui rend tout impossible. Et donc, c'est comme si c'était bloqué. Mais parce qu'en fait, il y a presque trop, on voudrait presque trop, on veut déjà trop. Enfin, et donc, plutôt que d'arriver à initier quoi que ce soit, bah, on est comme paralysé et là, il se passe plus rien. Enfin, Ouais, ça donc, je comprends parce que tu le dis très bien dans ce livre c'est. aussi. C'est la société aussi qui nous propose beaucoup trop de choses. Le choix est trop multiple qu'on ne sait plus Mm, et qu'on est paralysé. mm, Mais je connais ça aussi, mais je connais aussi le vide où vraiment, de toute façon, quoi que tu me proposes, ouais, c'est trop fatigant déjà. ouais, Mais c'est surtout, moi je le voyais plus en termes d'ennui et souvent, oui, tu le dis, tu demandes à tes patients, est-ce que ça vous consommez par ennui? Parfois, souvent, ils disent oui. Non, ouais, voilà la phrase que je disais, moi, c'est pas je me sens vide, c'est je ne sais pas quoi faire de moi. ouais, ouais, comme une grande difficulté à vivre le temps qui s'écoule, quoi, à vivre. On parlait de présent, mais c'est quand même ça, hein, c'est la difficulté à vivre le présent comme une durée et d'être en harmonie avec ça, quoi. Et c'est vrai que dans l'addiction, ce qu'on voit, c'est que ce temps-là, il est insupportable. Insupportable. Ouais. Il est insupportable et donc il va falloir le ponctuer par C'est par des tellement hauts ça. et puis et puis ensuite il y a le bas mais finalement le bas quand on est dans cet état-là parfois est même plus facile à vivre que Oui, qu'un parce présent. qu'on est là pour survivre et que du coup, on fait on se démène un peu, quoi. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, je voulais appeler cet épisode parce que j'ai adoré ce mot dans ton livre, une survie à répétition. Mm. Pour moi, c'est l'addiction, c'est une survie à répétition. C'est-à-dire que tu te mets dans des bas très bas pour devoir survivre. Et en fait, c'est comme ça que tu vis, en mode survie, Mm. mais par à coup. Mm. Oui. Et c'est tellement ça. Oui, mais et d'ailleurs, ça ressemble, c'est des choses qu'on connaît aussi en psychologie, qui ont été décrites par exemple pour la question du trauma. Et d'ailleurs, l'addiction et le trauma sont quand même très liés. Flirt, Enfin, ouais. voilà. Mais le trauma fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'il fonctionne. Alors, c'est Freud qui appelait ça une névrose de répétition, mais il s'inscrit comme quelque chose qu'on va devoir revivre en permanence. Alors, on peut le voir négativement, c'est-à-dire, oui, on a des flashs, on a des intrusions, etc. Mais en fait, ce qu'on a observé quand on regardait les patients, c'est que bien souvent, ils cherchent aussi à reproduire les conditions de leur survie, comme une façon de rester vivant. Et il y a quelque chose aussi comme ça dans l'addiction, c'est-à-dire comme si on mobilisait quelque chose comme une force de vie, de survie, mais qui ensuite s'est enrayée, qui voilà fait plus son travail. Mais au départ, il y a quand même eu quelque chose comme ça. Et donc, je trouve que de pouvoir aussi permettre ça permet aussi à la personne de se regarder un peu plus positivement, enfin, et ensuite de pouvoir mobiliser en soi ces forces-là qui existent bien en réalité. C'est ça qui Mm. est beau. Bah oui. Mm. Bah, en fait, tu fais de l'alchimie. En fait, c'est ça. Un bon addictologue, pour moi, il est alchimiste. Oui. Il se transforme le plomb en or. Et le plomb, pour qu'il soit transformé en or, il faut du feu, il faut de l'énergie vitale, quoi. Et donc, tu Mm. parles aussi beaucoup de yoga, d'art, Mm. de poésie, de beauté. Pour moi, c'est indispensable, même la nature, les animaux. Ouais. C'est très dur au début quand quelqu'un consomme de lui dire on va faire un tour en forêt. Oui, oui, Voilà, c'est moi, clair. j'aurais jamais été. Mais je veux dire, en tout cas, petit à petit, on se rend bien compte que la politique des petits pas elle fonctionne bien, non? Je trouve d'inclure dans son
dans ses journées, dans son quotidien, des choses comme ça? Oui. Après, ce qui est toujours difficile, c'est que on peut pas exactement savoir à l'avance quel est le cadre qui va convenir à telle ou telle personne. Et après, moi, j'ai des patients qui savent directement que la nature va être une aide, et donc ils demandent des cures dans la nature, et en effet, ça les aide énormément. Mais pour d'autres, ça va être en effet l'art-thérapie, ou ça va être l'écriture, ou ça va être la musique. Nous, on a un atelier musique qui marche hyper bien. Waouh! Mais C'est quoi? bah, en fait, on a quelqu'un qui vient pour faire ça, et ils ont carrément fait un groupe, et ils se réunissent 2 fois par semaine. J'adore. Et par ailleurs, il le fait aussi dans le centre de sevrage. Donc, ça marche hyper bien. En tout cas, je me propose si jamais vous avez besoin d'intervenants. Ah bah oui, carrément. J'adorerais Ouais. faire un truc un peu poésie, création de chansons, écriture. Mais ça marche hyper bien, ouais. Ça rend tellement vivant. Ça rend tellement vivant. Ça rend vivant, et aussi, il y a ce côté, justement, je trouve, dans le rapport à la temporalité, c'est aussi une façon d'accepter le temps. Et c'est une façon de l'accepter de façon, dans sa dimension créatrice, parce qu'en fait, le temps, c'est ça le... Ce qu'on disait tout à l'heure, le temps est créateur, le présent est créateur. Donc, si Bien tu sûr. fais rien du présent, c'est normal que tu sois vide. C'est ça. Et c'est vrai que faire de l'art, c'est un petit peu une façon de mettre en exergue encore plus fortement la dimension créatrice du temps. Et donc, c'est une façon de l'embrasser, quoi, et de la sublimer, comme disaient les psychanalystes, mais c'est un peu vrai, quoi. Complètement. Mm. Sans transition, le fait de créer, pour moi, ça me fait penser évidemment à Dieu, quelque part, parce que, voilà, soi-disant, on a été fait à son image, donc on est créateur. C'est pour ça que ça me fait penser à ça, mais je trouve que quand même, tu mets une belle place à la spiritualité, pas à la religion, bien sûr. C'est cet amour inconditionnel, en fait. C'est ça. Mm. Ce que j'essayais de dire au début, et que je rattrape là, c'est-à-dire que je pense que si les patients en addictologie sont aussi touchants, c'est parce que d'une certaine façon, ils viennent aussi avec une forme de demande d'amour. Ou en tout cas, une demande d'être acceptés, d'être reçus, qu'on leur ouvre les bras de façon assez inconditionnelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là chez les patients qui ont des addictions. Et donc, c'est pas un hasard, en effet, si pour un certain nombre, la spiritualité peut être, bon, on peut dire porte de sortie, ou peut être une façon de vivre ça pleinement. C'est-à-dire un espace où on peut s'accepter de façon inconditionnelle, ou même on peut recevoir un amour qui serait entier. Mais je pense que c'est pas juste une porte de sortie, je pense que c'est aussi lié au profil, et même à une forme de recherche initiale, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, chez ces patients-là, une quête de quelque chose. Il y a une quête de quelque chose. Et... C'est les fameux... les addicts sont des êtres spirituels qui n'ont pas trouvé les bons outils. C'est vraiment ça, ouais. Mais je pense que honnêtement, on réduit un peu même aux addicts maintenant, mais je me rends compte qu'autour de moi, les gens, ils sont en quête, de toute façon. Qu'ils le sachent ou pas. Oui. Addict ou pas addict, sinon on saurait, le fameux truc de Montaigne, là, on saurait rester tout seul dans une chambre, sans rien, sans téléphone, et on ne peut pas le faire. Non, c'est sûr, mais il y a des personnes qui incarne, disons, plus cette quête-là. Et c'est vrai que, bon, c'est particulièrement puissant, en fait. Mais en effet, en fait, c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre, c'est-à-dire que c'est ça qui est assez bouleversant. C'est comme si ces patients-là faisaient loupe sur tous les grands sujets qui, en réalité, font battre les cœurs, ou terrifient. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont à la fois touchants et hyper angoissants. C'est parce qu'ils parlent, en fait, un peu haut et fort de ce que tout le monde ressent et cache, et peut-être voit sur un mode mineur. Et de notre époque. De notre époque, mais aussi du cœur humain, quoi. Ouais. Ah oui, au-delà de l'époque. Ouais, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a vraiment les deux dimensions. Il y a des choses qui sont assez, finalement, universelles. Et puis ensuite, il y a vraiment une spécificité qui est liée au maintenant, quoi. Mais c'est ça qui est aussi hyper intéressant avec la dictologie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se renouvelle, puisque comme ça se renouvelle à fur et à mesure que la société évolue, et ben, on est obligé à chaque fois le regarder dans une époque. Déjà, la dictologie, c'est jeune. En plus, la société évolue à une vitesse infernale. Tu viens de le dire, en toile de fond, l'addiction parle d'amour. Moi, je pense que c'était la conclusion de ce livre. Pour moi, c'est ça. Parce que, en même temps, tout parle d'amour, mais bon, l'addiction précisément. Qu'est-ce qui fait qu'on entend autant parler d'addiction aujourd'hui, partout dans les médias, partout, tout le temps ? J'ai 3 niveaux de réponse.
Alors, le premier niveau, c'est qu'on est dans un moment où on a envie de parler de santé mentale. Et d'ailleurs, c'est bien. Et on valorise beaucoup la question de la déstigmatisation, et c'est bien. Néanmoins, je suis toujours un petit peu gênée de voir l'écart entre l'abondance de production de paroles sur ces sujets-là et la réalité des soins. Et franchement, ça laisse un peu songeur. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé de santé mentale, mais il y a de moins en moins de lits de psychiatrie. Enfin, je veux dire, il n'y a plus de médecins nulle part pour soigner les patients, etc. Donc, je suis ambivalente vis-à-vis de ce moment que l'on vit, où on parle beaucoup de ça, et en même temps, dans l'action, je trouve que ça reste moyen. Bon. Ensuite, le deuxième niveau de réponse, c'est ce que je développe beaucoup dans le livre, c'est-à-dire que, d'une part, on est dans un moment où il y a de plus en plus de produits d'addiction, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant de produits. Il y a une surabondance de nouveaux, mais des centaines de nouveaux produits de synthèse, et puis avec un marketing ciblé, etc. Enfin bon, donc il y a vraiment un business qui s'est énormément déployé autour de l'addiction. Là, je parle juste des produits. Et puis, il y a ce vaste champ qui est le champ des nouvelles technologies, des écrans et de ce que cela produit sur nos capacités d'attention, sur nos capacités d'autorégulation aussi, et de comment ça vient en fait mettre un petit peu tout le monde dans une temporalité qui serait une temporalité d'addict, c'est-à-dire cette incapacité justement à vivre un présent, comme on en parlait, puisque là, il n'y a peut-être pas de produit, mais en tout cas, il y a tellement de sollicitations en permanence avec ce mécanisme qui a été théorisé de la récompense intermittente, où on va avoir des espèces de petites récompenses régulièrement, mais ça va venir quand même effriter énormément la continuité en fait du soi. Et donc, je crois que dans cette préoccupation, il y a une part qui est liée au fait que il y a de plus en plus de produits d'addiction. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'addicts ou pas? C'est hyper difficile de faire des chiffres, mais voilà. Mais il y a aussi une part, je pense, de crainte, parce qu'en fait, on sent bien qu'il y a une forme de menace, quoi. C'est-à-dire que comme si on sentait que nos cerveaux étaient un peu menacés, parce qu'on est assaillis à la fois de produits d'addiction, mais aussi dans nos façons de vivre. Et en fait, nos capacités comme ça, attentionnelles, nos capacités de régulation, elles sont attaquées, quoi. Donc, je pense qu'on s'inquiète. Et que c'est aussi pour ça qu'on en parle autant. On s'inquiète. Alors, est-ce que vraiment il y a plus d'addicts ou pas? Voilà, c'est ça ce qui est difficile à dire. Mais un peu comme, je sais pas, il y a de l'éco-anxiété, il y a de l'addiction-anxiété. Ouais, addicto-anxiété, c'est clair. C'est ça, mais parce que la société est addictogène. Voilà, c'est ça. La civilisation, le néolibéralisme, la mondialisation, tout ça, c'est addictogène de toute façon. Ouais. Tu dis aussi que chaque étape t'a permis de découvrir une dimension supplémentaire, et c'est ça qui est intéressant dans ce livre. On sent que toi aussi, t'es en quête. Mais en fait, il y a quelque chose aussi de toi, tu le ressens, cette quête-là? Oui, moi, ce livre, je l'ai écrit pour réfléchir. Je l'ai vraiment écrit pour pouvoir penser, parce qu'aussi, c'est comme ça que je pense. C'est-à-dire que j'ai besoin aussi d'écrire pour pouvoir avancer. Oui, mais je pense que moi, en fait, quand je réfléchis sans écrire, les idées sont un peu multiples, etc. Et donc, pour fixer aussi et avancer dans la réflexion. Mais donc, je l'ai écrit à un moment aussi où je m'interrogeais. C'est vraiment une discipline qui rend assez humble, parce que bien souvent, il faut tolérer ses échecs, il faut tolérer son impuissance, souvent vis-à-vis de ce qu'on vit avec les patients. C'est vrai qu'on n'est pas chirurgien, on n'est pas cardiologue, donc on doit rester assez humble, et parfois c'est difficile. C'est difficile à vivre, cette espèce d'absence de... Je disais tout à l'heure, le beau côté, c'est qu'il y a une dimension d'art ou d'artisanat, de haute couture, parce que c'est toujours dans un travail de précision autour d'une personne. Et en même temps, parfois, on se sent très, très seul comme médecin, parce qu'on est dans une sorte d'absence de protocole. Donc... Et concrètement, les retours aussi de tes patients, est-ce que tu arrives aussi à trouver aussi de la joie dans le rétablissement de tes patients? Est-ce qu'il y a de l'espoir? On va terminer aussi là-dessus. Mais tu dis tout ce que tu veux maintenant, je vais arrêter de parler. Mais par rapport à ce que tu vis au quotidien, toi, dans ton cabinet ou à l'hôpital? Non, je vais pas mentir, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments de tristesse, et j'ai des moments de grande interrogation. Mais oui, il y a des moments... moi, j'adore mon métier. En fait, il y a énormément de moments de joie. Ah ouais. Et c'est étonnant à quel point, je me dis, mais dans une journée, à quel point je ris. Je ris, et pas juste avec mes collègues, mais vraiment aussi avec mes patients. Donc, il y a une joie parce que il y a ce côté où la vie est là. Et ça, c'est vraiment une idée reçue que je voulais un peu défaire, parce qu'on a toujours cette idée, les addicts, ils s'autodétruisent, ils cherchent la mort, etc. Alors, c'est vrai qu'ils la tutoient, ils la frôlent, etc. Ils viennent se coller parfois un peu, mais c'est pas que ça. Et en fait, et ça se ressent vraiment, dans les entretiens. Et donc, moi,
Et d'ailleurs, enfin, bien souvent, enfin, moi, parfois, j'ai des entretiens, j'ai des moments où je regarde, enfin, en fait, j'adore mes patients, je les regarde, je les trouve géniaux, en fait. Parfois, ils m'énervent, hein. Mais je les trouve géniaux, quoi. Et oui, j'arrive heureusement à me réjouir quand il y a des belles choses, quand il y a des avancées, quand il y a des patients qui s'en sortent. Et heureusement, il y en a. Alors parfois, même s'il y a des rechutes, même il s'il y a faut des le dire rechutes, encore et encore. Hein. ouais. Et il y a des choses, non, mais il y a même des choses incroyables qui se passent. Enfin, moi, là, je pense à un patient pour qui on était, mais vraiment désespéré, qui était un patient. Et là, ça fait quand même presque 1 an que ça va tellement mieux. C'était inespéré, mais en fait, ça se passe. Donc, il y a des très belles choses. Mais c'est vrai qu'on a tendance, ça c'est un peu nous tous, on a tendance à, parfois on se fixe un peu sur ce qui va pas plutôt que sur ce qui va. Vrai. Et donc, et moi, j'essaie toujours de faire attention, j'essaie de réfléchir, bon, là quand même, il s'est passé tout ça, il y a tant de patients qui vont mieux, mais parfois, il y a une mauvaise nouvelle qui prend le dessus. Et donc, il faut faire attention à pas être trop vite déprimé, quoi, parce que... Bien sûr. Bah, c'est sûr. Tu parlais de côtoyer la mort. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette idée de pratique ordalique, vraiment. Et on l'avait vu avec Franck Lobvé, qui est lui plus dans le développement personnel, mais qui m'avait dit un truc hallucinant, qui est le fait d'aller flirter avec la mort pour récupérer sa vie, en fait, pour avoir l'impression d'avoir le droit d'exister. Et c'est souvent des personnes qui ne se donnaient pas le droit d'être là. Absolument. Et ça, d'ailleurs, moi, j'ai une quantité d'histoires là qui me viennent en tête, mais pour des raisons tellement différentes. Enfin, par exemple, j'ai un patient comme ça qui est très ordalique, c'est-à-dire, donc l'ordalie... Oui, j'aimerais bien qu'on le rappelle. Oui, en fait, ça a été théorisé par l'ancien chef de service de Marmottan, Marc Waller, qui est vraiment oui, j'ai vu, c'était un peu puits ton maître. De science. Entre autres, mais c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel d'un point de vue intellectuel et de ses connaissances. Et donc, il a théorisé la question de l'ordalie chez les patients en addicto en disant, on voit bien que non, c'est pas juste qu'ils sont là pour s'autodétruire ou parce qu'ils sont... En fait, il y a quelque chose où ils viennent tutoyer la mort pour mieux sentir qu'ils sont vivants. Et il a rapproché ça de cette tradition du Moyen-Âge qui était ce jugement, en fait, où on allait se soumettre au jugement divin. On passait une épreuve. Alors, ça pouvait être une épreuve, un combat, mais ça pouvait être aussi, je sais pas, mettre sa main au feu ou quoi. Mais en tout cas, si on en sortait vivant, on gagnait là le droit de vivre. Et donc, c'est comme si Dieu nous autorisait. Et... Ouais. Exactement, nous autoriser à continuer. D'ailleurs, les jeux d'argent, souvent, sont très considérés comme des pratiques ordaliques, parce qu'on a l'impression, quand on est au casino, moi j'ai l'impression des fois que Dieu était avec moi, que plus tu gagnes et plus tu lances les dés, plus c'est vrai. Hein. Ouais. Il y a ce truc-là, tu as l'impression d'être soutenu par l'univers. Ouais. Et c'est ça qu'on va chercher. Moi, j'en suis vraiment consciente de ça. Hein. Ouais. On va chercher ça, on va chercher le droit d'être là et le soutien et donc l'amour, quelque part. Du hasard, de Dieu, de la providence, de ce qu'on veut, quoi. Absolument. Et ça peut concerner... Moi, je sais que j'ai un patient, par exemple, qui a failli mourir à la naissance. C'était un grand prématuré. Et toute sa petite enfance, il était dans les hôpitaux, etc. Et en effet, il y a quelque chose qu'on a commencé à identifier ensemble, qui est toujours d'aller tester ce droit d'être vivant, quoi. Mais ça, c'est un exemple, et il y a plein d'autres patients ordaliques pour d'autres raisons, mais il y a quand même souvent dans les parcours un moment où l'existence a été mise en jeu, quoi. Tout à fait. Donc, oui, l'ordalie, c'est assez puissant, en effet, pour comprendre ces comportements-là, autrement que on s'autodétruit, quoi. Exactement. Et on ne le dira jamais assez, parce que voilà, ce côté, l'addict, c'est quelqu'un qui veut mourir. Ça y est, je crois que ça aussi, on en est sorti. Il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, je pense, c'est quand même que c'est long aussi, le processus. C'est bien aussi peut-être de le rappeler qu'il n'y a pas de recette miracle et que quand ton patient, là, ça fait 1 an qu'il va bien, sûrement qu'il a dû se passer... Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut vraiment rappeler ça, quoi. Je pense le problème, c'est que les gens pensent qu'ils vont arrêter un produit et que ce sera terminé. Les personnes, les entourages aussi, et donc ça met énormément de pression. Et parfois, d'ailleurs, je trouve que ça peut être un petit peu un frein aux soins, c'est parce que ça met tellement de pression sur le moment du soin, comme si il fallait absolument que ça soit réglé, que moi, j'ai plein de patients qui me disent, en fait, j'ai trop peur parce que si jamais ensuite je rechute, ça va être la catastrophe, quoi. Et donc, je veux pas aller en cure par peur de ça. Enfin bon, donc c'est sûr que... Et donc moi, je travaille beaucoup avec mes patients sur le fait que, en fait, c'est un moment. Il faut vraiment réduire la pression de le soin comme un arrêt définitif ou le soin qui va tout régler, parce qu'après, on a tendance à se décevoir. Bah oui, et puis il y a, comme tu le dis, cette peur de l'échec. Il y a cette peur de l'échec qui est très forte et donc qui fait qu'on n'ose pas y aller vraiment par peur de l'échec. Oui. Puis il y a beaucoup de gens qui, en plus, dans la vie, ont peur de l'échec. Moi, j'avais pas ça, donc je m'en fous. Mais il y a des gens vraiment
comme ils ont l'habitude de réussir dans plein d'autres domaines, ils se disent, je veux pas mettre cet échec-là dans ma vie, quoi. Donc, ils préfèrent ne pas tenter. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il faut absolument savoir que non, c'est un processus qui est plus ou moins long, hein, parce que, en revanche, la durée est tellement variable, il n'y a aucune réponse préfaite. Mais c'est sûr que c'est un processus qui a toujours, à certains moments, des reconsommations, des rechutes, des moments difficiles, et que ça fait partie du processus aussi, que c'est pas du tout un drame. C'est plutôt la façon, d'ailleurs, dont on va les vivre différemment par la suite. C'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais quand, quelque temps après, j'ai une rechute ou quoi, quelle est la différence avec avant. Enfin, c'est plutôt ça qu'il faut valoriser. Exactement. Mais c'est sûr que c'est un processus, c'est un temps long, mais en même temps, il y a quand même plein de personnes qui s'en sortent. Donc, merci beaucoup. Oui, avec plaisir. Merci Camille. Je rappelle donc ce livre que j'ai adoré, Les Assoiffés, de Camille Charvet aux éditions Grasset. Une vision neuve, un peu jeune et féminine de l'addiction. Merci beaucoup. Ce podcast est soutenu par la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. La Mildeka anime et coordonne les actions du gouvernement en matière de lutte contre les toxicomanies. Contradiction, ce n'est pas seulement un podcast. C'est aussi un livre qui s'en inspire, mais qui lui est surtout complémentaire. Alors vous y trouverez des réflexions autour de la dépendance, de ce que j'ai appris, des solutions que j'ai trouvées. Contradiction, le livre est disponible à peu près partout aux éditions Erol. La prise de son, la réalisation et le montage de cet épisode ont été assurés avec finesse, talent et sensibilité par Marjorie Murphy, Open Mic Podcast. Pour plus de contenu autour de cet épisode et découvrir d'autres thématiques, rendez-vous sur le site de Contradiction, contre-addiction.fr et les réseaux sociaux de Contradiction.